Nous avons aussi un projet agricole dans plusieurs provinces, dans les 7 provinces, en dehors de la province du Katanga, de l'Équateur, de la province orientale et d'autres provinces où nous ne sommes pas encore implantés. Les autres provinces, nous avons des projets comme ça qui sont porteurs de création de plusieurs emplois. Mais cela dépend aussi du budget. Figurez-vous, nous avons un budget de 7 milliards à peine. Mais si... Oui, voilà. C'est encore peu. Et 7 milliards avec une guerre imposée. Avec une guerre imposée. Le budget de Prosser, non, le budget de l'État. Et dans ce budget de l'État, il y a un pourcentage réservé, alloué pour chaque ministère, pour chaque secteur, pour les investissements, c'est-à-dire pour la création d'emplois. Mais souvent, avec les priorités qu'il y a, c'est difficile. Voilà pourquoi c'est le moment de faire aussi le plaidoyer au Premier ministre et au ministre du Budget qui étaient là présents pour que les décaissements suivent. Bon, alors Patrick, oui, vous voulez intervenir? Je voulais un peu réagir avec tout ce qui a été dit. Et puis, justement, coulage des recettes de l'État, Monsieur Moukoko en parle, mais il faut quand même amener... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut amener beaucoup d'investisseurs au pays pour créer plus d'emplois? C'est cela la solution. Nous en avons vraiment besoin des investisseurs. Et ce n'est pas des secteurs à investir qui manquent. Le Congo est un pays vierge. Il suffit de survoler Kinshasa vers Bandundu pour voir l'étendue des plaines qu'il y a non exploitées. Le secteur agricole qui n'est pas... Lorsque l'on parle de l'agriculture comme source de développement, ce n'est pas l'agriculture artisanale pour subvenir aux besoins de la communauté. L'agriculture mécanisée. Nous parlons de l'agriculture mécanisée, industrielle. L'agriculture, on peut la comparer à ce que fait le Brésil, parce que nous avons presque le même climat, la même géographie. Et c'est de cette agriculture-là dont nous parlons. Et cette agriculture-là demande une certaine formation, une certaine expertise. Et c'est là l'occasion de revenir à notre éducation. Nous nous sommes très cantonnés aux sciences humaines, des économistes, des juristes. Et on veut souvent donner l'impression que c'est cela les meilleures études. Il faut que notre éducation aussi commence à prôner des études d'ingénierie, des agronomes. Nous en avons maintenant besoin, fortement besoin, des ingénieurs agronomes. Monsieur Mbanzi, il l'a dit tout à l'heure, des ingénieurs. La formation doit être proportionnelle aux besoins de la société. Parce que nous risquons de déverser dans le marché de l'emploi des gens dont le marché n'a pas besoin. Comme les Chinois maintenant, ils n'ont pas besoin des philosophes. Voilà. Les Chinois ont besoin des conducteurs d'engins lourds. Nous risquons de former par millions des chômeurs. Mais il faut aussi dire que nous avons des employeurs en RDC qui sont venus avec un budget de 200 000 $, 300 000, et qui aujourd'hui perpètrent d'énormes bénéfices en RDC. Et ce que moi je trouve injuste, c'est de voir, ce n'est pas une attaque à l'égard de notre ADG, je connais l'entreprise, c'est une entreprise sérieuse qui fonctionne bien, mais il ne faut pas que ces entreprises qui perpètrent d'énormes bénéfices puissent toujours faire recours à la sous-traitance et n'y pas engager des gens. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas digne. Vous venez dans un pays où vous investissez, vous perpétrez d'énormes bénéfices, mais vous faites toujours recours à la sous-traitance pour ne pas avoir de charges. Donc, ces employeurs ne participent pas au développement du pays, ils ne participent pas à ce que l'on puisse pallier. Une réaction assez rapide. Une réaction assez rapide. Je pense que notre cher ami est dans l'erreur. L'erreur est totale. Parce que la sous-traitance, c'est quoi? Une entreprise qui a des employés en sous-traitance est censée être une entreprise qui, elle, embauche ces employés-là et les met à la disposition de l'employeur. Donc forcément, ces agents sont employés quelque part et doivent avoir un contrat de travail. Ces agents-là cette entreprise doit payer pour ces agents-là les impôts. On va nous dire que ceux qui se trouvent dans la situation de sous-traitance préféraient demeurer dans la sous-traitance au lieu d'avoir le lien direct avec un employeur. Parce que lorsque vous êtes dans la sous-traitance, on vous rémunère 1 000 $, 1 500 $, c'est ce que l'employeur déverse pour les prestations que vous lui fournissez, mais vous ne recevez que 350 ou 400. Donc, vous faites certainement un bon travail, mais par rapport à celui qui en est le bénéficiaire direct,
ce n'est pas forcément la joie. Est-ce que vous avez calculé les recrutements, la formation? Vous savez que c'est coûteux, M. Mbanzi? Non, je pense que dans ce Est-ce que ça bien sûr, bien sûr. Le problème, s'il vous plaît, Fabien, je vais laisser la parole. Le problème... Une entreprise de sous-traitance doit être une entreprise comme toutes les autres. Nous, ici en RDC, nous avons une mauvaise image de la sous-traitance. Faisons le voyage. Allons de l'autre côté de l'autre côté de la planète. 50% à 40% des employeurs actuellement dans les pays développés sont dans la sous-traitance. Vous avez des secteurs, par exemple, comme au Canada, au Québec, dans le secteur médical, des infirmiers qui sont mieux payés quand ils sont en sous-traitance que quand ils sont employés eux-mêmes. Donc, dire que la sous-traitance est quelque chose de mal, c'est faire erreur. Mais dire que la sous-traitance en RDC, dans beaucoup de secteurs, dire que la sous-traitance en RDC dans beaucoup de secteurs n'est pas suivie, il y a des gens qui font n'importe quoi et que certaines grandes entreprises se cachent derrière la sous-traitance pour essayer de faire des bénéfices, ça c'est vrai. Prenons l'exemple, je vais le citer parce que je trouve que c'est scandaleux, prenons l'exemple de la MONUSCO. La MONUSCO a des milliers et des milliers de journaliers qui sont là pendant des années et qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de droit de santé. Ils travaillent énormément et ils travaillent plus. Ce sont des gens que les internationaux, les soi-disant experts et là, internationaux. nous avons en RDC une institution des Nations Unies internationale qui viole sciemment les lois de la République et qui le fait devant tout le monde sans que personne ne réagisse. Et voilà la sous-traitance. Voilà la sous-traitance en RDC. Et si nous sommes dans ce niveau-là, nous avons un véritable problème. Je vous donne totalement raison. Oui, moi je ne m'en suis pas pris aux sociétés qui font de la sous-traitance. Oui. Ils aident vraiment certains Congolais qui n'ont pas d'emploi, qui si ils avaient eu un cheminement normal, peut-être ils n'auraient pas décroché ce travail. Des fois, des sociétés de sous-traitance telles que ce DEICO aident des jeunes à décrocher un emploi, qui tant soit peu aident. Moi, ce n'est pas à eux que je m'en prends. Je m'en prends aux employeurs qui sont venus au Congo avec des bénéfices, avec des budgets assez réduits, et qui font d'énormes bénéfices, mais qui veulent ostentatoirement ne pas engager des gens et toujours faire recours à la sous-traitance, même pour des domaines sans lesquels leur société ne fonctionnerait pas. La sous-traitance est pour souvent des activités connexes. Mais lorsque vous avez besoin d'un infirmier dans un hôpital et que vous êtes obligé de prendre un infirmier en sous-traitance, là, ça devient de l'escroquerie, ça devient de l'abus de droit. Voilà. Et donc, je crois que vous parlez le même langage. Les cas les plus flagrants, oui, Dieu donné assez rapidement. Pour l'inspection du travail. Oui. Lorsqu'on crée ces entreprises, quel est le cahier de charges? Et donc, vous voyez, il n'y a pas de suivi. Il y a de la matière pour le mouvement syndical aussi. Ces amis doivent être encadrés. Peut-être ils sont ignorants des textes et être accompagnés pour que leurs droits soient respectés. Et donc, on revient à ce qu'on avait dit avant, le respect des normes. Si un système des Nations Unies, ONU, OIT, MONUSCO, etc., c'est des structures, comment dirais-je, censées montrer l'exemple du respect des instruments internationaux. Absolument. Parce que, qu'est-ce qu'on vise dans cette affaire de respect des instruments internationaux, au code du travail, etc. Mais c'est la promotion des droits de l'homme. Et dans la matière du travail premier, mais aujourd'hui, la promotion de droits sociaux. Et qui chantent respect des droits de l'homme, d'abord ils violent les droits des travailleurs congolais. Mais justement, vous nous rejoignez. Ils sont journaliers pendant autant de mois. Madame, est-ce que ça c'est l'équité au travail, madame? Est-ce que vous avez le pouvoir quand même de toquer à la porte de la MONUSCO pour dire respecter les droits de ces travailleurs congolais? Le gouvernement congolais a le droit de frapper à la porte quand il y a les Congolais qui revendiquent leurs droits et qui cherchent que le ministère du Travail, de l'Emploi du Travail, des Prévoyances sociales puissent les aider à revendiquer les droits. En tout cas, ils peuvent le faire. Tant que les travailleurs eux-mêmes ne revendiquent pas leurs droits, comment le ministère va savoir qu'il y a ces problèmes-là si eux-mêmes ne revendiquent pas leurs droits? Voilà, vous avez quelque chose à ajouter? On est presque à la fin de cet entretien, oui. Bien sûr, M. Fabien, je suis fier, j'accepte la consolation de Madame à ce qu'elle avait dit que le ministre est saisi du dossier et qu'il va s'y atteler. Je suis trop fier, mais dans tout ce qui s'est dit ici, j'ai observé pendant longtemps, j'ai comme l'impression que ce ne sont que des intentions et c'est bien bon.
Mais ce qui compte, je crois mon frère l'avait bien dit, les lois, nous les avons dans ces pays. Les réformes, nous les avons faites. Mais ce qui compte, c'est l'applicabilité. C'est l'applicabilité. Par rapport à notre dossier, madame vient de dire quelque chose là que je n'ai pas été peut-être content. C'est-à-dire que le ministre du Travail, il est le ministre de l'Emploi, du Travail et de la prévoyance sociale. Lui ne doit pas attendre, tel qu'elle dit là, que les travailleurs qui sont lésés ici et là puissent venir faire des revendications. C'est dans ses attributions. Il doit savoir ce qui se passe partout. Il a des représentations partout. Et il doit savoir pour que, quand ça pose des problèmes, qu'il puisse imaginer des solutions à apporter à ces différents problèmes. Je vais être précis par rapport à notre cas, s'il vous plaît. Je vais être précis par rapport à notre cas. C'est que nous sommes victimes. Et ce que nous avons subi, c'est très grave. C'est très grave. On nous dit, bon voilà. Et d'ailleurs, nous sommes au centre national de traitement. C'est la direction clé de la Commission électorale nationale indépendante. C'est même là où il y a la marmite. C'est là où il y a la marmite. Et nous sommes recrutés comme ça, suivant la procédure normale. Appel à la candidature, test, et nous avons signé des contrats en bonne et due forme. 7 ans après. Mais on nous met à la porte. Pour quelles raisons? On dit non, il y a des difficultés budgétaires. Difficultés budgétaires, oui. Bon. Mais donnez-nous quand même ce qui nous revient. C'est-à-dire, d'abord, il fallait poursuivre la procédure. Excusez-moi, M. Fabien. Il nous fallait d'abord un préavis. Je suis en face du syndicat. Il nous fallait des décomptes et d'autres frais connexes. Et dans ces conditions, on pouvait se séparer sans problème. Ça n'a pas été fait ainsi. On nous dit qu'il y a des problèmes budgétaires. Mais, paradoxalement à ça, je crois 2 mois après notre départ, et pendant que nous étions en train de réclamer, le bureau de la CENI s'est permis d'engager. Et il engage à quel poste? Directement. Et nouvelle unité directeur, nouvelle unité directeur adjoint, nouvelle unité, tout ça là, ainsi de suite là. Bon, entre nous. Et ça s'est fait à quelques mètres du ministère du Travail. Ça s'est fait à quelques mètres de la primature. Ça s'est fait à quelques mètres de la présidence de la République. De telles violations. Qui n'étaient même pas compte de l'expérience et de l'expertise. Voilà, c'est suffisant. Voilà. L'échange a été vraiment long. Vous avez été apaisé tout à l'heure. C'est pour vous dire qu'il y a autant de problèmes à résoudre dans le secteur de l'emploi. Le 1er mai nous a permis de nous apaisantir sur justement le travail décent, comment y parvenir, protéger les emplois existants, comment combattre le chômage. Eh bien, vous avez suivi l'un des employeurs dans le secteur privé d'une grande maison de recrutement et de formation. Vous avez suivi le syndicalisme, vous avez suivi les 2 directions du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Vous avez suivi également les travailleurs qui étaient avec nous sur ce plateau. Eh bien, nous vous disons merci d'avoir été avec nous et surtout d'avoir partagé avec nous autour de cet événement la fête du travail. Et on vous souhaite très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.